Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance qui pique un peu, c'est une nouvelle alerte sur les marchés actions avec une baisse de 2% à mi-journée pour les indices européens. Vous aurez le résumé complet, les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Pour l'instant, ça reste l'histoire du roseau qui plie mais qui ne rompt pas, avec un CAC 40 qui reste quand même en territoire connu, autour de 6400, 6450 points aujourd'hui. On voit d'une certaine manière que le marché a du mal à enfoncer des seuils clés à la baisse, mais la séance du jour est quand même une nouvelle alerte qui vient se rajouter aux précédentes. L'ambiance a quand même fondamentalement changé depuis le mois de septembre, et pour l'instant, octobre s'annonce dans le sillage de ce qu'on a pu vivre sur les marchés au cours du mois écoulé, avec alors la revanche de l'énergie, c'est comme ça que je le titre aujourd'hui. On en parlera avec un investisseur, Marc Renaud, le président de Mandarin Gestion, qui sera avec nous, investi évidemment sur la thématique énergétique et la crise énergétique qu'affronte notamment le continent européen, qui remet pour un temps en tout cas certains acteurs au cœur du jeu. J'en veux pour preuve la performance boursière d'une Total Energy par exemple. Depuis un mois et demi, le titre de Total Energy a progressé de près de 20%, quand le marché, lui, a plutôt eu tendance à reculer. Et puis, dans l'autre extrême en matière de thématique d'investissement, ça pourrait être la blockchain. On va parler justement de la blockchain et comment investir dans la blockchain en laissant de côté, pour une fois, la partie cryptocurrencies, qui sont une application de la blockchain. Mais l'idée, avec les équipes de BNY Mellon notamment, ça va être de regarder justement ce qui se fait au-delà des cryptocurrencies, quelles sont les applications de la blockchain sur lesquelles on peut investir pour demain. Ce sera là aussi un des sujets qu'on évoquera dans cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance, avec une séance de baisse marquée pour les actions européennes. C'est avec Alix Nguyen. Le rebondir n'est plus qu'un lointain souvenir. Le CAC abandonne même le seuil des 6500 points. La hausse des rendements obligataires du fait de la flambée des prix de l'énergie fait redouter une intervention plus rapide que prévue de la part des banques centrales afin de maîtriser l'inflation. À Amsterdam, le gaz naturel a touché plus de 160 € le mégawattheure sur le marché à terme, soit un bond de 37% au lendemain d'une hausse de 20%. De son côté, le baril de Brent se stabilise autour de 82,70 $. Excepté Carrefour et Vivendi, toutes les valeurs du CAC sont dans le rouge. Hors indice phare, Eramet progressait jusqu'à plus de 6% ce matin à la suite d'une note d'Exane BNP Paribas. L'entité relève sa recommandation sur le titre du groupe minier de sous-performance à neutre. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stoxx 600 reculent. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans, qui sert de référence en Europe, se tend de 5 points de base. Celui de l'emprunt américain de même échéance augmente de 3 points de base. À noter qu'on attend cet après-midi les données de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé en septembre aux États-Unis. Janet Yellen s'est exprimée sur la chaîne américaine CNBC et elle le répète, l'économie américaine risque de retomber en récession si le Congrès ne se saisit pas de la question du plafond de la dette dans les 2 semaines à venir et d'éviter ainsi un risque de défaut sur la dette américaine. Et une annonce qui alimente les inquiétudes. La Banque de Nouvelle-Zélande enclenche un relèvement de 25 points de base de ses taux d'intérêt, une première depuis 7 ans. À Tokyo, le Nikkei a clôturé en baisse de 1%, c'est son 8e repli consécutif, soit la série la plus longue depuis 2009. Et à Hong Kong, enfin, du côté du Hang Seng, il s'agit plutôt d'une stabilité fragile. Les actions Evergrande sont toujours suspendues de cotation en attendant l'annonce de la cession d'une participation majoritaire dans l'une de ses filiales. On rappelle que les marchés chinois sont fermés jusqu'à jeudi inclus. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Deux thèmes d'investissement qui sont peut-être deux extrêmes en termes de marché. On parlera de l'énergie dans quelques minutes avec Marc Renaud. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le président de Mandarin Gestion. Mais d'abord, parlons de la blockchain avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui est avec nous en plateau. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. C'est le challenge d'ailleurs, investir dans la blockchain sans parler du Bitcoin. Parce qu'il y a toujours un soupçon d'amalgame quand même qu'il faut peut-être préciser aujourd'hui. Le Bitcoin et les autres devises alternatives sont des usages, des applications de la blockchain. La blockchain est née avec le Bitcoin en 2008. Donc on fait souvent l'amalgame de la blockchain avec le Bitcoin, mais l'utilisation de la technologie blockchain va bien au-delà des crypto-devises. Mais bon, pour rappeler qu'est-ce que c'est la blockchain. Est-ce qu'on est capable de donner une définition simple de la blockchain aujourd'hui ? C'est un registre. C'est un registre qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des informations en toute sécurité. Donc c'est immuable. Et la caractéristique, c'est que c'est décentralisé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, imaginez, si vous voulez, un grand livre comptable ouvert où tous les intervenants peuvent enregistrer leurs informations en toute sécurité. C'est infalsifiable et c'est absolument immuable. Donc, l'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, qu'apporte la blockchain, la technologie blockchain, c'est d'une part une réduction des coûts, un contrôle de la fraude. Donc, ça joue dans le risque de la cybersécurité. Et puis, ça permet ce transfert d'actifs, si vous voulez, d'une façon rapide, sans coût et immédiate. Donc, on a aujourd'hui des utilisations de la blockchain. Si on veut aujourd'hui voir 3 segments d'adoption, ouais. Le premier qui est vraiment aujourd'hui le plus représentatif et plus évident, c'est le système financier. Donc ça, il s'agit d'un transfert de valeur. Si on regarde aujourd'hui le système financier, dans tout ce qui est échange, transaction, aujourd'hui, jusqu'à présent, on fait encore appel à des tiers. Tiers de confiance. Des tiers de confiance, des intermédiaires, notamment pour tout ce qui est custody, asset servicing. Il y a ici aussi une partie manuelle, donc avec un risque d'erreur. Aujourd'hui, la blockchain, et on voit énormément de banques, de groupes bancaires qui investissent dans la blockchain, qui s'appuient sur ces technologies de plus en plus. Ça va certainement créer une disruption très forte. L'intérêt de la blockchain, ça va permettre justement ces échanges d'une façon immédiate, alors que d'avoir des settlements, des règlements de livraison qui vont mettre 2 minutes au lieu de 2 ou 3 jours, par exemple, sans risque d'erreur, et qui vont être un gain énorme en termes de coûts et au niveau de la transaction. Donc ça va créer, si vous voulez, au niveau du business model, une économie d'échelle supplémentaire qui est très très importante pour le système. Ça, c'est le premier grand champ d'application de la blockchain dans l'industrie de la finance. Dans l'industrie de la finance, où aujourd'hui on voit énormément d'applications. Le deuxième, c'est l'entreprise blockchain. Donc, l'entreprise blockchain, c'est très simplement tout ce qui peut être mis dans un registre va être utilisé, que ce soit le secteur de la santé. Imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre QR code propre avec toutes vos données santé, aller à l'hôpital, et ça vous appartient. C'est-à-dire que il n'a pas besoin d'être centralisé, il n'y a pas de risque de fraude, c'est votre propre donnée. On va parler, par exemple, un autre exemple, c'est la traçabilité des aliments. Starbucks, par exemple, si vous allez chez un Starbucks, peut aujourd'hui vous donner la traçabilité du grain de café qui est dans votre café. Que ce soit de la récolte du café à la transformation, on a vraiment cette information qui est dans une blockchain. Un autre exemple aussi un petit peu médiatique aujourd'hui, mais qui illustre bien un peu ce qui est en train de se passer, c'est LVMH qui a créé sa propre blockchain avec d'autres groupes de grandes marques de luxe. L'idée est très smart, c'est de pouvoir avoir la traçabilité de la fabrication, là aussi en mettant un QR code sur son produit, pour authentifier, comprendre quels ont été, tracer les matériaux qui ont été utilisés jusqu'à l'authentification et la distribution
Donc ça, c'est un outil aussi pour les grandes marques. Un outil d'information, de transparence, de traçabilité, de certification. De certification. Alors, C'est marqué. on on peut avoir d'énormes champs d'usage. Donc, on a parlé de la santé, des aliments, mais également de tout ce qui est logistique. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une chose qui est... C'était le Forum économique mondial qui disait que la blockchain, la technologie blockchain pouvait améliorer considérablement l'économie mondiale parce que la source de valeur qui pouvait être créée via la blockchain pouvait être plus de 3 000 milliards d'ici 2027. Donc ça, c'est le poids économique de la blockchain. Ce que la blockchain peut créer comme valeur. La création de valeur. Dans l'économie mondiale. On estime Combien vous dites, redonnez le chiffre 3 000 milliards. D'accord. On estime que c'est 10% du PIB qui va utiliser la blockchain d'ici les 20 prochaines années. D'accord. Donc c'est un champ d'application qui est très très large. Et bien sûr, c'est au-delà de la crypto-devise. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on mette le Bitcoin tout de suite de côté pour regarder justement cette partie qui n'est pas encore complètement émergée de la blockchain. C'est la face un peu cachée de la blockchain. Il y a aussi un grand champ d'application, alors dont on parle notamment à travers les NFT. Ouais, c'est toute la tokenisation d'un certain nombre de projets économiques. Alors, c'est assez récent, c'est une grande révolution qui est en train de se mettre en place. On a beaucoup parlé des NFT, qui sont les non-fungible tokens, qui sont en fait, on l'a vu dans l'art digital. Là, l'idée, c'est de représenter par un jeton qui serait pas un actif qui ne serait pas fongible. Et il y a aussi la tokenisation des actifs qui, là, peut être fractionnalisée. Donc, l'idée, c'est simplement imaginer que vous êtes sur dans votre salon et que vous pouvez, en 30 secondes, acheter une fraction d'un immobilier, d'un bien immobilier en Nevada via un token. Il suffit d'acheter un token. Aujourd'hui, la tokenisation nous le permet. On va retrouver aussi probablement cette possibilité d'acheter des tokens sur le private equity. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on finance des projets de manière décentralisée, hein, c'est ça? Oui, on rend accessible, on rend liquide des choses qui ne sont pas forcément liquides, accessibles pour un montant complètement qui peut être simplement 30 €. Hein. Un token n'a pas forcément une valeur... ça peut être des petites fractions. Ça peut être des petites fractions. Et ça permet d'avoir cette liquidité, cette sécurité d'accès, et c'est échangeable. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle révolution. On est encore au début. La problématique qu'il y a encore à cela, c'est une problématique réglementaire, c'est-à-dire les considérations de comprendre quelle va être la réglementation de ces technologies, notamment des tokens, dans les différentes juridictions, mais c'est en train de se mettre en place. Donc on a des volontés aussi des gouvernements de plus en plus de travailler sur cette nouvelle digitalisation. On est vraiment passé de l'ère à une ère numérique dans tous les domaines. C'est profond dans la société. Ça a été accéléré avec le Covid. Bien sûr. Donc cette nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place offre des opportunités d'investissement. Et donc, alors chez BNY Mellon, vous avez monté justement un produit d'investissement qui permet d'être investi sur la blockchain, comme vous dites, Anne-Laure. Concrètement, c'est quoi les principes que vous fixez? Quel type d'entreprise on va retrouver justement en lien avec l'idée que la blockchain crée de la valeur et crée de la richesse? Mais très tôt, on s'est intéressé à la technologie, à l'intelligence artificielle. Et la blockchain, ça fait maintenant, on a été, je pense, l'un des premiers fonds à être créé sur ce segment-là. On va essayer d'identifier les entreprises qui ont aujourd'hui une certaine matérialité de l'adoption de la blockchain, que ce soit des entreprises qui sont elles-mêmes des sociétés technologiques dans la blockchain. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de sociétés qui ne sont pas encore cotées. Or, nous, il s'agit d'un fonds coté. On est quand même sur une partie plutôt mid-cap.
mais l'idée, c'est d'intégrer cette certaine matérialité de la blockchain. Des entreprises qui utilisent la blockchain et dont l'usage de la blockchain va révolutionner ou en tout cas améliorer, bouleverser leur modèle économique. Alors, si cette partie-là, on va la retrouver, mais il faut qu'elle soit vraiment significative. Hein. On ne va pas avoir forcément du LVMH, comme je l'ai cité, ou du Starbucks. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces entreprises qui ont une activité blockchain à proprement dit dans leur service, qui est prépondérante dans la réalisation de leurs résultats. Donc une grande partie va être sur les sociétés financières. On va retrouver effectivement une grande part de marché de la blockchain sur les financières qui se retrouve dans le portefeuille, de la technologie. Et puis effectivement ces sociétés qui transforment leur business model via la blockchain, que ce soit des sociétés de transport, de logistique, un secteur qui est assez varié et qui s'élargit. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on voit ce secteur s'élargir de plus en plus. C'est une stratégie qui est aujourd'hui assez concentrée entre 40 valeurs à peu près. Vous parliez du Bitcoin tout à l'heure, peut-être quand même un petit mot sur la partie crypto. L'idée, vous l'avez bien dit, hein, c'est pas forcément d'investir sur le Bitcoin ou les cryptos. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Je ne vais pas exclure le Bitcoin, mais voilà, il y a le fonds blockchain et puis l'idée que ces devises alternatives... On peut retrouver une sensibilité aux crypto-devises qui est de l'ordre de 5 à 10%, je dirais. Vous voulez dire dans un patrimoine, dans une allocation ? Non, dans le... dans le fond, d'accord. Oui. Qui est dû notamment à des expositions sur des valeurs d'échange de crypto-devises. Et encore une fois, on est, je pense, qu'au début de cette nouvelle ère de révolution au niveau de l'adoption. Probablement, la blockchain est aujourd'hui, à l'ère numérique, ce qu'était Internet au Minitel. Et la blockchain sera génératrice de 10% du PIB demain, hein, c'est ça, de la création de richesse. Il y a 10% du PIB qui devrait être utilisé, qui devrait utiliser la blockchain. Mais c'est ça, généré par la blockchain, quoi. Et 3 000 milliards de création de valeur supplémentaire. Voilà pour les grandes masses autour de l'investissement dans la blockchain. Merci beaucoup Anne-Laure d'avoir été avec nous pour explorer cette nouvelle thématique. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous en plateau. Et ce sujet nous amène très tranquillement vers la question de l'énergie, avec Marc Renaud, je le rappelle, président de Mandarine Gestion. C'est la revanche des énergéticiens, on peut dire ça comme ça, Marc, aujourd'hui là ? Alors, la revanche boursière, à court terme, oui. C'est vrai que c'est un secteur qui sous-performait notablement depuis le début de l'année, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, et qui là vient de vivre... Là aussi, pour diverses raisons, un gros rallye dans un marché qui a plutôt tendance à s'essouffler. Ouais. Je disais Total Energy, qui est un flagship, on va dire, de ce secteur énergie, pétrole, prend 20% en un mois quand le CAC est plutôt en baisse. Quelle analyse vous faites alors de ce qui cristallise peut-être l'intérêt des marchés boursiers aujourd'hui pour ce type de valeur, à savoir cette crise énergétique multifacette, hein, mais qui est quand même très intéressante, qui est un espèce de stress test un peu mondial aujourd'hui. Quelle analyse vous faites de la situation ? Est-ce que vous imaginiez d'ailleurs qu'une telle situation de crise énergétique soit possible en Europe ? De crise énergétique, non. De difficultés d'approvisionnement et surtout de hausse des prix, oui, franchement. Il y a plusieurs raisons à ce mouvement. La première est évidemment, celle-là elle est simple, quand le baril est à 80, c'est mieux que quand il est à 30 pour Total, ça tout le monde a compris, donc ça entraîne quand même beaucoup de ce mouvement. Mais il y a plus que ça, on est dans un secteur qui par ailleurs, et pardonnez-moi l'expression, a une note de sale gueule. Il y a la moitié des gérants qui n'ont pas le droit d'acheter ça parce que ça ne correspond pas à des critères ISR, etc. Et donc, c'est des boîtes, c'est un secteur en général et des sociétés en particulier qui, clairement, si vous regardez leur ratio historique, sont décotées.
Alors, a fortiori avec un baril qui leur fait gagner beaucoup d'argent, alors qu'elles ont par ailleurs diminué les dépenses d'exploration-production depuis des années pour gérer la crise. Donc vous resserrez bien les coûts, vous baissez vos dépenses d'investissement et vous avez une hausse brutale du baril. Boum, ça marche. Cash flow monstrueux, là. Ça, c'est le court terme. Et ça rattrape, parce qu'en plus, ça avait sous-performé. Accessoirement, vous prenez vos 6-8% de rendement pour attendre que ça aille mieux. Hein. Donc, il y avait toutes les raisons pour que ça monte, franchement. Après, il y a un enjeu beaucoup plus considérable pour eux, c'est justement de modifier cette image. Et Total Energy a fait déjà le minimum en rajoutant énergie à la fin. C'est pas sûr que ce soit suffisant, mais c'est déjà un pas. Et surtout, ils investissent massivement dans les énergies renouvelables. Et la décrue de leurs investissements dans l'exploration-production, parce que le pétrole finira par s'éteindre, fait que... Alors c'est compliqué, il faut gérer l'affectation des cash flows, il faut gérer d'avoir encore assez d'argent pour donner des dividendes, tout le monde les attend sur ces valeurs. Donc tout le monde n'y arrivera pas. Quand un modèle est modifié, tout le monde n'y arrive pas. Mais les bons acteurs, Total en est un. Les Français n'aiment pas Total, mais ils ont bien tort parce que c'est vraiment une boîte magnifique, dans ce secteur en tout cas. Total fait partie de ceux qui devraient être capables de gérer ça. Leur enjeu, encore une fois, aujourd'hui, c'est 10% de chiffre d'affaires et 2% de l'EBIT dans les renouvelables. C'est un peu difficile de convaincre qu'on est un acteur majeur de la transition énergétique. Leur enjeu, c'est de convaincre qu'ils sont ça plutôt qu'un méchant qui pollue. Et là, leur statut boursier s'améliorera. Est-ce que cette crise-là, justement, peut amener une réflexion nouvelle de la part des investisseurs, de la part du marché boursier en l'occurrence, qui va peut-être accélérer le changement de regard qu'on va porter sur certaines de ces entreprises, Marc ? Oui, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant plus qu'il faut quand même reconnaître que si vous regardez les discours d'il y a 5 ou 10 ans de ces gens-là, ils rigolaient un peu quand vous parliez du renouvelable. Donc, 5 ou 10 ans, vous êtes gentil. Hein. Oui, voilà. non, mais j'étais conscient d'être... La vitesse du virage est intéressante, d'une certaine manière. Voilà, donc ça ne se corrige pas du jour au lendemain, mais ils ne font pas ça parce qu'ils sont devenus gentils. Ils font ça parce qu'ils veulent exister dans 30 ans et que, comme tout le monde, ils ont compris qu'il se passait un truc majeur. Et puis, ils ont quelques qualités pour faire ça. C'est des gens qui savent gérer des projets long terme. C'est des gens qui savent gérer des énormes budgets. On sous-estime les... Total, c'était 24 milliards des dépenses d'exploration-production, descendues à 15-16. On parle de chiffres colossaux qu'aucune boîte des énergies renouvelables n'a en magasin pour investir tous les ans. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont susceptibles d'être des acteurs majeurs de la transition énergétique, et c'est leur intérêt. Puis, dernière chose, plus le baril est cher, plus c'est bon pour la transition énergétique. Ça rend les énergies renouvelables rentables. Et donc, alors ça, c'est le point clé peut-être de cette crise. Enfin, qu'est-ce qui va ressortir de cette crise énergétique ? Parce qu'aujourd'hui, à court terme, il faut qu'on se remette au charbon, entre guillemets, pour subvenir aux besoins du moment. Mais vous êtes convaincu quand même que cette crise sera plutôt un accélérateur vers la transition énergétique, plutôt qu'une régression sur le chemin qu'on s'est fixé. Oui, encore une fois, le prix du baril élevé n'est pas du tout un obstacle à une transition énergétique, au contraire. Et... pour ce qui est de la prise de conscience généralisée, je crois qu'on ne peut pas douter que depuis 2 ans, donc y compris les pétroliers, il se passe un truc dans la tête des gens. Alors on n'est pas encore allé jusqu'au bout du raisonnement en présenter l'électrification comme la mesure qui va nous sauver de tout. On se reverra pour parler des matières premières, peut-être. Donc c'est pas gagné là, cette histoire non plus. Mais le sujet des métaux, par exemple, est encore devant nous. Il y a un vrai sujet. Donc, et comment on traitera les groupes miniers qui produisent ces métaux là aussi, c'est une question qui sera... Mais ce sujet vaste est clairement beaucoup plus intégré dans les raisonnements des boursiers. Donc les boursiers réagissent comme d'habitude. Le baril monte, j'achète Total. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et d'ailleurs, à travers le fonds que vous pilotez chez Mandarine Valeurs, vous avez, on en avait parlé la dernière fois avec vous, mais le fait que vous ayez obtenu ce label ISR montre bien quand même d'une certaine manière que l'écosystème, enfin les acteurs de marché, ceux qui distribuent ce label en l'occurrence, voient peut-être les choses de manière différente aujourd'hui, parce que du Total vous en avez en l'occurrence, Marc. Oui, alors les labels ISR en ce moment, certains pensent qu'ils sont trop laxistes, d'autres pensent que c'est pas encore tout à fait mature, mais effectivement, moi j'ai été content d'obtenir ce label ISR. Parce que j'ai fait valider l'idée, pour le coup, cohérente avec mon process financier. Moi, vous savez, gérant value, j'aime bien les mauvais élèves quand ils peuvent s'améliorer. Bien sûr. J'ai fait valider qu'on pouvait être ISR pareil. J'achète pas les best in class, parce qu'ils sont toujours trop chers pour moi. J'achète les best effort. Et donc, là, le raisonnement, on le valide ou non, mais pour moi, Total... Mais si, c'est important qu'il soit reconnu, ce raisonnement. Et donc, j'achète ces boîtes qui ont éventuellement une note difficile, mais qui font des efforts tangibles, et pas seulement de communication, pour améliorer cette note. Et à ce titre, c'est cohérent avec mon processus financier, j'ai pu adopter ce label.
Non, mais je trouve que c'est important que ce soit reconnu, effectivement, cette approche, qu'elle soit reconnue, y compris à travers un label ISR. J'y crois, mais, oui. mais c'est pas encore des choses qui sont parfaitement établies. Hein. Plus généralement, est-ce que la value est repartie pour un tour, là, Marc ? Alors, il y a eu plein de faux départs dans une période de 10 ans abominable. Mais peut-être que oui, parce que, en fait, il s'est passé un truc que je trouve assez amusant. Ça fait 3 mois que les banquiers centraux disent qu'ils vont moins acheter d'actifs, qu'après, ce sera suivi par de la hausse des taux. Et puis, il a fallu 3 mois pour que les marchés les entendent. Ils l'ont entendu il y a 10 jours. Et là, il se passe un gros truc sur les taux. Et franchement, c'est la clé pour savoir si le value rebondit et si les valeurs de croissance continuent à monter. Hein. Pour moi, le scénario de reprise, de portification de la courbe et de hausse des taux à terme est dans le tuyau, hein, évidemment renforcé par les chiffres d'inflation. Si ça se fait en douceur, ça va être merveilleux pour le rattrapage du value, pour le coup de la place. Si ça se fait plus violemment, ce sera mauvais pour tout le monde. Ça s'appelle les actifs dopés au taux zéro qui souffrent tous. Mais oui, là, il y a vraiment une inflexion, en tout cas très forte sur les marchés depuis une dizaine de jours. Mais oui, enfin, qu'on a quand même déjà vécu sans remonter jusqu'au faux départ d'il y a 10 ans. Mais déjà, et ce sera intéressant de faire les comptes au 9 novembre 2021, c'est-à-dire un an après l'annonce de l'efficacité des vaccins qui ont déclenché quand même une première séquence value au moins jusqu'à fin mars, fin du premier trimestre 2021. Voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'on est reparti pour un tour de piste là, qui s'inscrit dans la lignée de cette séquence ? Vous avez raison. En fait, ça fait un an. En novembre, l'année dernière, il y avait eu un value extrêmement fort. Qui a été reperdu en grande partie. C'était personne, enfin pas moi en tout cas, personne n'a compris pourquoi le 10 ans US était repassé de 1,7 à 1,3. Alors on nous a expliqué que c'est parce que les banquiers centraux asséchaient le marché, ça doit être ça apparemment. Mais l'inflation a augmenté. Enfin, il s'est passé un truc bizarre, une réactivité du marché assez étonnante. Là, semble-t-il, on est parti pour une prise de conscience que les taux, ça y est, la fête avec la baisse des taux, c'est terminé. Quoi. Ouais. On voit d'ailleurs, même dans une séance de forte baisse comme aujourd'hui, ce qui tient le mieux, c'est le secteur bancaire, en relatif par rapport aux autres. Oui, parce qu'il est favorisé par cette reportification de la courbe de façon évidente. Oui. Et même si on a un peu moins de croissance demain, parce que c'est quand même l'idée, les pics de croissance, ils sont derrière nous aujourd'hui, même si on a une modération, une normalisation, une décélération de la croissance, je ne sais pas comment il faut dire, le phénomène de pontification, la value peut performer même dans un environnement où la croissance décélère. Ouais, alors, vous allez me faire terminer sur une couche négative. Ah non. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un truc un peu bizarre parce qu'on va relever les taux au moment où la croissance va ralentir. Ça, c'est un exercice auquel on joue rarement. Tout ça avec des marchés au plus haut. Voilà, donc c'est un subtil dosage, comme tentent de le pratiquer les banquiers centraux. Mais il faut distinguer, les banquiers centraux contrôlent à 100% les taux courts. En réalité, ils ne contrôlent pas à 100% les taux longs. Il y a un truc qui s'appelle le marché. Et si l'inflation monte, les marchés de taux ont montré dans le passé des capacités à réagir très vivement. Voilà, donc oui, le value peut surperformer avec une portification de la courbe, surtout après 10 ans de sous-performance. Mais la dernière fois que j'ai vu le value vraiment surperformer, c'était le dégonflement de la bulle tech. Donc c'est pas souvent. Non, mais c'est peut-être une histoire qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une bulle ou pas, mais en tout cas, on voit que ces valeurs-là, pour les grandes capitalisations technologiques, sont un peu moins fortes. Oui, puis elles sont affectées par ce mouvement, parce que les PE chers, quand les taux montent, c'est mécanique, c'est mathématique plus exactement. Bon, voilà pour les tendances de marché. Mais c'est vrai que les deux secteurs là, qui reviennent fortement sur le devant de la scène sont des secteurs value, le secteur financier, le secteur bancaire, qui tient bien en relatif, même dans une séance de baisse. Et puis l'énergie, voilà, le grand rallye de l'énergie et la revanche de l'énergie, révélée à travers notamment la crise énergétique du moment en Europe. Merci beaucoup Marc Renaud qui était avec nous en plateau, le président de Mandarine Gestion. Ainsi se termine cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.